parlez de rapporter les enseignements à la pratique martiale, et plus spécifiquement au karaté. Par rapport au karatéka, les principes que je vois qu'ils font très bien, du reste, c'est le franchissement de la distance. Donc être capable d'entrer dans le périmètre adverse d'une manière explosive, extrêmement rapide, imparable. Donc aussi avoir le soin de dissimuler la ligne d'attaque. Donc parce que l'idée, en fait, c'est de ne pas rencontrer d'obstacles, donc ni parade ni blocage. Si c'est une attaque combinée, on se débrouille pour que la dernière ligne d'attaque, celle qui va réellement toucher, soit complètement dissimulée, donc imparable. En karaté, dans leurs assauts extrêmement explosifs, effectivement, ils ont ça. Ils doivent développer la capacité de franchir la distance sans laisser paraître, c'est-à-dire sans appel, pas de style télégraphique. Ensuite, tromper la vigilance de l'adversaire, donc faire semblant de, par exemple, frapper en haut et puis en fait c'est en bas, ou droite et gauche. Donc amener l'adversaire à croire quelque chose de faux. Donc là, je peux rebondir aussi sur Sun Tzu qui disait si vous êtes loin, faites croire que vous êtes prêt. Si vous êtes prêt, faites croire que vous êtes loin. Et surtout, travaillez toujours en attaquant l'adversaire dans son impréparation. Ça, c'est une de ses citations. Donc c'est vraiment ça. C'est trouver la vulnérabilité de l'adversaire et puis l'exploiter au maximum. Et ça commence par la maîtrise de la distance. Donc un franchissement explosif. Les karatékas savent très bien appliquer ce genre de principe. Voilà. Il y en a d'autres, mais ce sont, je dirais, les fondamentaux. Dans votre ouvrage, vous livrez beaucoup de citations. Quelles sont vos favorites? Il y a 200 citations, en fait. Je dirais que pour être efficace, il faut savoir dissimuler ses intentions. Nicolas Machiavel, donc un maître dans la stratégie. Je penserais aussi, bien sûr, à Musashi, qui disait, dans la voie de la stratégie, il faut prendre initiative sur initiative, en toutes circonstances, en toute situation. Celle de Napoléon, tout à l'heure, étonné par la vitesse et vaincre par suite de cet étonnement, parce que ça, c'est vraiment la fulgurance dont on parlait par rapport au karatéka aussi. C'est l'explosivité, et puis j'entre tout de suite. Dans un cas aussi où il y a plusieurs adversaires, je dirais, c'est fondre tout de suite sur les adversaires pour éviter qu'ils ne s'organisent. Ça, c'est beaucoup Napoléon, qui était souvent en infériorité numérique. Bruce Lee disait le secret d'une frappe se trouve dans son propre rythme, c'est-à-dire à quel moment je la fais, pourquoi je la fais. Bien sûr, c'est important, la technique, mais c'est surtout pourquoi et quand. Et tout est là. Donc en fait, c'est dans son rythme, c'est comment elle s'insère dans la discussion avec l'autre, dans la conversation, hein, puisque un combat, c'est une relation, donc c'est aussi une conversation. C'est ce que les escrimeurs disaient ça. Le combat, c'est une conversation. Bruce Lee, c'est extrêmement riche. Hein. Il avait aussi une étendue spirituelle, le doigt pointé en direction de la lune. Bon, plein de choses. Faut-il attaquer le premier ou attendre et donc défendre? Scipion, l'Africain, le vainqueur d'Hannibal, disait « On ne gagne pas les batailles avec le galbe d'un bouclier, mais avec la pointe d'un glaive ». Ça cadre tout de suite. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau défensif, l'être humain n'est pas très à l'aise. Il est capable d'arrêter une ligne, une seconde dans une attaque par combinaison, mais il va être vite submergé. En fin de compte, on s'aperçoit que l'être humain est beaucoup plus doué pour l'attaque que pour la défense. Voilà. C'est extrêmement difficile d'être passif et puis d'attendre, de voir ou de percevoir pour bloquer et de rester dans un système défensif. On n'est vraiment pas bon pour faire ce genre de choses. Par contre, élaborer des stratégies offensives, à caractère vraiment offensif, oui, on est beaucoup plus doué. Donc en fin de compte, je démontre dans le livre que la défense, c'est bien, ça a un intérêt vraiment profond, effectivement. Ça marche très bien dans le but de développer quelque chose, une habileté. Mais par contre, pour réduire un conflit ou pour vaincre dans un combat, c'est l'aspect offensif. Donc je dirais oui, il faut attaquer. Attaquer le premier. Napoléon disait en plaine, je suis d'accord avec Frédéric le Grand, il faut toujours attaquer le premier. Maréchal Rommel l'a démontré aussi en Afrique du Nord. Donc tous ces grands-là s'attachent à dire qu'effectivement c'est l'offensive, c'est là que l'être humain est beaucoup plus performant. Il n'y a pas de futur dans le fait de défendre pour sortir vainqueur d'un combat, on est d'accord. Voilà. À moins que l'adversaire renonce, parce que bon, il en a marre de frapper dans le vide, auquel cas la défense, effectivement, là devient positive. Quelle est la place de la surprise dans la stratégie ? Je dirais que la surprise est à 95% responsable d'une victoire. Comme disait Duguay-Clin, il ne peut pas y avoir de combat il n'y a pas de bataille gagnée sans surprise. Napoléon l'a démontré aussi, surprendre l'adversaire constamment, à tout niveau, que ce soit au niveau de la lecture de l'œil, donc lecture de ligne, au niveau du cerveau, comment geler le cerveau. C'est d'ailleurs ce que font les agresseurs dans la rue, ils utilisent la surprise. Eux savent qu'ils vont attaquer, évidemment la supposée proie ne le sait pas. Donc ils ont
90% de chances de réussir leur agression. Donc la surprise, c'est absolument essentiel. On ne peut pas passer au-delà de ça. Et quand il n'y a plus de surprise, là, on se retrouve à ce moment-là à combattre. Ça, c'est aussi une grande différence dans la self-défense. En self-défense, on essaie de ne pas se faire surprendre. Mais une fois qu'on est vigilant et qu'on voit arriver les choses, à ce moment-là, ce que l'on apprend en self-défense, ça ne fonctionne plus. Parce qu'on se retrouve à deux personnes face à face. Chacun sait que l'autre est là pour combattre. Donc on rentre dans le combat. Et là, on a besoin des capacités combatives. Les deux personnes sont conscientes qu'il y a un conflit qui va dégénérer. Donc là, on est dans l'art de combattre. Alors qu'au départ, l'agresseur veut surprendre parce qu'il veut détruire sa proie tout de suite avant qu'elle n'ait eu la possibilité de réagir. Donc il va jouer sur l'effet de surprise. Et il a raison, parce que c'est vraiment extrêmement efficace. Mais il faut aussi savoir le déjouer, l'effet de surprise. Donc être toujours vigilant de ce qui peut se passer, finalement. Donc la surprise, oui, à fond. Oui, moi, ça fait 4 décennies que je développe tout ce qui est, je dirais, surprendre par tous les moyens possibles. Dans votre livre, vous analysez de grands stratèges de l'histoire. Sun Tzu, Alexandre le Grand, Vercingétorix, Musashi, Napoléon. Qui était le plus passionnant ? Von Clausewitz, le grand stratégiste, disait que le dieu de la guerre, c'était Napoléon. Au niveau de son palmarès, je dirais, c'est lui le plus grand. Et c'est assez intéressant parce que lui disait mon plaisir réside dans l'organisation et la création, mais malheur à celui qui me cherche des problèmes, car je ne suis pas maladroit dans l'art de la guerre. Elle est très drôle, celle-ci. Du genre, c'est assez modeste. Alexandre le Grand, lui, c'est l'artiste. C'est Michel-Ange. Bon, le trait de pinceau, on ne sait pas d'où ça vient. Musashi, bien sûr. Rommel aussi, beaucoup. Ce sont des gens qui savaient intercepter, qui savaient prendre l'individu, en fait, en défaut. Et c'est ça, la fibre. Ce que Bruce Lee a fait, d'ailleurs. Trouver le point vulnérable de l'individu et puis l'exploiter au maximum. Donc ils l'ont tous fait avec des moyens différents, parce que des époques différentes. J'aime beaucoup Vercingétorix, bien sûr, qui lui a été le plus grand stratège de l'année 52 avant Jésus-Christ, bien meilleur que Jules César, parce qu'il a piégé Jules César et il a failli l'écraser complètement, chose qu'on ne sait pas forcément. Donc oui, très très grand général. C'est le seul à avoir reçu d'ailleurs un hommage de Jules César lui-même en disant on ne peut pas mieux conduire une bataille, une campagne militaire que comme vient de le faire Vercingétorix. Ils sont tous extrêmement brillants. Hannibal, qui a régné sur l'Italie pendant 16 ans, sont des gens formidables, quoi. Donc c'est ça qui m'a intéressé, c'est de dégager comment ils ont fait, qui étaient-ils surtout, quel genre de caractère, quelle est la personnalité, est-ce qu'on peut s'abreuver de leurs connaissances, et Surcouf aussi, bien sûr, parce que les corsaires malouins, les mousquetaires, c'est 460 pages. Le voici. Merci Alain. Merci Ludovic, merci beaucoup.